Bonjour. Aujourd'hui est un autre jour. Nous allons faire une vidéo aujourd'hui pour parler des causes de ce qu'on appelle le phénomène Kuluna en RDC, c'est-à-dire en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo des véritables causes. Qu'est-ce qui est à l'origine du phénomène Kuluna? Qu'est-ce qui fait que dans les villes de Kinshasa et de ses environs et dans les villes du Congo, il y a ce phénomène-là où les jeunes se regroupent avec des machettes pour faire des agressions ciblées, des agressions sur les personnes. Nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui qu'est-ce qui est à l'origine de ça, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce phénomène-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem, je suis répétiteur de profession, enseignant de formation. Actuellement, je suis dans la région de l'ouest du Cameroun pour un projet entrepreneurial. Je suis là pour les ruches. Je suis venu rendre visite à mes ruches et bientôt je vais retourner dans la région de l'est du Cameroun. Je suis enseignant et ne vous attendez pas à ce que je sois pour... Il y a des choses que je ne peux pas cautionner. Nous devons être là, nous sommes des humains. Je suis enseignant, mon rôle c'est d'aider l'enfant, d'aider le jeune, d'aider l'adolescent, d'aider l'humain à s'améliorer, à apprendre. Nous sommes arrivés sur la terre, nous ne sommes pas les propriétaires de la terre, nous sommes de passage sur cette terre et en temps normal, nous ne devons pas être des obstacles pour l'évolution des autres. Nous devons être comme des aides, des personnes qui aident les autres à s'accomplir, qui aident les autres à s'améliorer. Si elles commettent des erreurs, nous devons les aider à retrouver le bon chemin. Voilà le rôle que nous avons sur la terre. Voilà notre rôle. En tant qu'enseignant, mon rôle c'est d'éduquer, de former, d'instruire. Autant que possible, l'enfant, l'adolescent, le jeune, le vieillard, tout le monde, c'est ça le travail de l'enseignant. De partager aussi ses expériences avec ses apprenants. Voilà aussi le travail de l'enseignant. Le rôle de l'enseignant n'est pas de cautionner la destruction des autres, sans toutefois chercher à savoir qui est le véritable tortionnaire, qui est le véritable responsable de cette calamité sociale, qui est responsable, qu'est-ce qui est à l'origine du phénomène Kuluna. On dit souvent, il ne faut pas regarder là où tu es tombé, il faut regarder ce qui t'a fait tomber. C'est de ça qu'il va s'agir dans cette vidéo. Regardez ce qui a été à l'origine ou ce qui est à l'origine du phénomène Kuluna en République démocratique du Congo. L'une des premières causes par laquelle nous allons commencer, nous avons dit la pauvreté et les inégalités sociales. Comment la pauvreté peut être à l'origine du phénomène Kuluna? Quand les jeunes restent, ils n'ont pas d'argent. Quand les familles sont là, elles n'ont pas de moyens. Déjà, la pauvreté est un fléau social. Et cette pauvreté fait en sorte que les parents ne sont pas capables d'envoyer leurs enfants à l'hôpital, à l'école. Ils ne sont pas capables de soigner leurs enfants. Ils ne sont pas capables de manger convenablement. Et vous voyez par exemple que cela peut pousser certains, qu'on peut appeler les esprits faibles, à suivre d'autres personnes qui leur proposent quelque chose qui peut leur permettre de mieux manger, de mieux se soigner et parfois même d'envoyer les enfants à l'école. Dans l'une des premières causes, on va parler de la pauvreté. C'est ça. Et aussi les inégalités sociales. On commence d'abord par la pauvreté. La pauvreté, on l'a dit, il y a déjà dans un premier temps une pauvreté psychologique mentale et il y a une pauvreté financière ou matérielle. La plupart des temps, beaucoup de personnes ont ces deux pauvretés. Et c'est nous qui devons les aider à sortir de cette pauvreté-là. Nous ne devons pas lutter contre la pauvreté, mais nous devons aider les gens à sortir de la pauvreté. Parce que, je ne vais pas vous cacher, pour celui qui n'a jamais vécu ça, le fait de passer une journée sans manger, vous ne savez pas ce que ça peut parfois vous pousser à faire. Si vous avez un esprit faible, si vous avez un esprit faible, vous pouvez être tenté. Et il y a des personnes qui pensent, certains pauvres qui pensent que la répartition des biens a été mal faite. Que par exemple, on a donné une partie de leurs biens aux riches. Et c'est la raison pour laquelle parfois ces gens-là partent voir d'autres personnes pour arracher ces biens-là. Mais ce n'est pas pour justifier le comportement inadéquat, le comportement ignominique de ces personnes-là, ni foi ni loi, qui passent le temps à
traumatiser les gens dans les villes. Mais nous, notre objectif aujourd'hui est de comprendre les raisons qui peuvent pousser ces jeunes-là à être des délinquants. On a dit pauvreté et inégalité sociale. Et quand on est pauvre, on n'a pas accès au matériel, on n'a pas accès à ce qu'on veut. C'est-à-dire, si je veux acheter par exemple quelque chose, je ne peux pas avoir accès à ça parce que je n'ai pas les moyens financiers. Je n'ai pas les moyens financiers. Je n'ai pas accès à ce que je veux. Et cela représente un véritable frein pour moi. Les inégalités sociales. En fait, dans la société, il y a certains qui peuvent être favorisés au détriment des autres. Et ça peut créer donc un ensemble de choses qui fait en sorte que certains sont plus favorisés que d'autres. Et cela à l'origine donc des inégalités. Il y a des personnes qui sont sérieusement bien et d'autres qui ne sont pas bien. C'est-à-dire certains ont les moyens, sérieusement les moyens. Au niveau du Cameroun, par exemple, ce sont les fonctionnaires la plupart du temps qui ont beaucoup de moyens. Et les personnes qui font dans les marchés publics aussi, ils ont beaucoup de moyens, pendant que d'autres personnes sont là, elles n'ont pas grand-chose. Elles n'arrivent même pas à survivre. Elles cherchent à survivre. Donc ces inégalités sociales sont à l'origine de la délinquance juvénile et de l'émergence du phénomène Kuluna en République démocratique du Congo. Et pour le moment, nous sommes encore en train de comprendre les différentes causes. La deuxième cause, c'est la désintégration du tissu social. Vous savez, le Congo, la RDC, est un pays qui est victime des guerres. Et ces guerres sont... Il y a eu 2 guerres du Congo, avec le Rwanda bien sûr. Et ces guerres sont souvent à l'origine d'une déstabilisation qui fait que les familles sont obligées de se séparer. La famille n'est pas soudée. Et si on accompagne à ça le fait qu'il y a un manque de moyens, le fait c'est que si la famille n'est pas soudée, alors l'éducation ne sera pas bien, il n'y aura pas une bonne éducation, il n'y aura pas un bon suivi. Et par exemple, ces groupes armés qui viennent souvent déstabiliser peuvent recruter des jeunes, ou encore ces jeunes peuvent être tentés d'aller demander du travail à ces groupes armés, ces groupes de délinquants, ces groupes par exemple de terroristes qui dérangent ces pays-là. Donc, dans un deuxième temps, on a vu que la désintégration du tissu social peut être à l'origine de ça. La famille n'est plus la famille n'est plus soudée. En Afrique déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la famille ne se limite pas au père et à la mère. La famille, c'est le père, la mère, les oncles, les tantes, tous ces gens-là. Et cette pauvreté-là est venue faire en sorte que, pas seulement la pauvreté, l'inégalité sociale, tous ces phénomènes, tous ces problèmes-là sont venus faire en sorte que maintenant, le pouvoir n'est plus sérieux. Le pouvoir n'est plus sérieusement solide. C'est-à-dire, le pouvoir de la famille sur l'individu, sur les jeunes, n'est plus, la famille n'a plus trop de pouvoir sur le jeune. Parce que la famille n'arrive pas à lui donner ce qu'il veut. La famille ne peut pas subvenir à ses besoins. La famille n'est plus soudée. La famille est constamment déstabilisée. Les mouvements, la fuite par-ci, par-là. Il faut se déplacer, il faut fuir les combats, tout ça. Donc voilà par exemple la deuxième cause de la délinquance juvénile au niveau de la République démocratique du Congo. Dans un troisième temps, on peut parler du manque de structures d'encadrement. Les jeunes ont besoin d'être encadrés. En temps normal, on devrait créer pour les jeunes des structures d'encadrement qui va les permettre, par exemple, qui va permettre aux jeunes de s'épanouir, d'aller prendre des conseils. Au Cameroun, par exemple, il y a ce qu'on appelle des conseils d'orientation, mais ça ne suffit pas. C'est vrai, ça ne suffit pas parce que ces conseillers, parfois, de l'orientation ne font pas toujours bien leur travail. C'est-à-dire, ils ne font pas toujours bien ce qu'ils devraient faire. Et le manque de ces structures d'encadrement qui peuvent suivre les jeunes, où les jeunes peuvent aller poser leurs problèmes, où les jeunes peuvent aller se confier lorsqu'ils sont en difficulté, fait en sorte qu'ils vont aller plutôt auprès des personnes qui sont soit mal intentionnées, des personnes qui ont, par exemple, des groupes mieux organisés pour pouvoir prendre ces conseils. Et ces groupes-là qui sont mieux organisés, ces groupes qui sont parfois des terroristes, ces groupes qui sont parfois des groupes où on ne prône pas ce qui est bien pour la société. Ces groupes qui sont souvent des groupes de délinquants vont les amener vers leur perdition. Et c'est ça qui sera à l'origine de la délinquance des jeunes ou du phénomène Kuluna au niveau de la RDC. On peut parler aussi ici de la consommation des substances psychoactives ou encore la consommation
des produits tels que les stupéfiants, les drogues, les alcools, et tout cela, c'est aussi à l'origine de la délinquance juvénile, surtout au niveau de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, le fait par exemple pour ces jeunes-là, de consommer de la bière, de consommer les alcools frelatés, de consommer en grande quantité de l'alcool parce qu'ils sont là, ils ne font rien, ils vendent la drogue, ils consomment. Ça fait que la délinquance augmente. L'effet Kuluna, parce que lorsqu'ils consomment parfois, vous allez voir que celui-là, quand il manque l'argent pour aller acheter, peut-être que sa drogue, il devient directement un agresseur. Parce que la drogue, c'est souvent quelque chose que lorsque vous voyez par exemple ceux qui sont souvent drogués, lorsqu'ils ont, ou bien même, prenons le cas simple de ceux que vous connaissez facilement, les fumeurs. Un fumeur peut parcourir 10 km seulement parce qu'il cherche la cigarette. À plus forte raison, par exemple, un consommateur de drogue. Un consommateur de drogue est prêt à donner n'importe quoi pour avoir sa drogue, pour avoir sa dose. Et vous voyez par exemple, la consommation de ces choses illicites, c'est-à-dire de cette drogue-là, de l'alcool et de la drogue, peuvent être à l'origine, par exemple, de la dépravation des mœurs, c'est-à-dire de la dépravation et de la délinquance juvénile, c'est-à-dire de l'augmentation de l'effet Kuluna. Voilà par exemple. Et puis aussi, il faut reconnaître une chose, c'est que si par exemple on a ces effets-là, c'est-à-dire si par exemple on a toutes ces choses-là, on peut quand même, quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour résoudre donc le problème que l'on a. On a vu les causes. Maintenant, on peut voir les solutions. Comment résoudre le problème que l'on a. Les solutions que je vais vous donner, c'est déjà parce que je suis aussi enseignant. Donc, je ne peux pas vous donner n'importe quelle sorte de solution. Je vais vous proposer des solutions et ces solutions sont valables pour les autres pays aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas les solutions uniquement pour la République démocratique du Congo. Mais la République démocratique du Congo est un pays particulier parce qu'il fait face aux incursions des guerriers, des incursions des bandes armées constamment. Ça fait que c'est un pays un peu à part. Nous allons proposer les solutions à 5 niveaux. Et précisez bien, nous allons proposer les solutions à 5 niveaux. Dans un premier temps, on va parler de la prévention. Je vais entrer en profondeur tout à l'heure. Je vais d'abord citer les différents niveaux. Dans un premier temps, la prévention. Dans un deuxième temps, la réinsertion. Dans un troisième temps, la répression. Dans un quatrième temps, le développement communautaire. Et dans un cinquième temps, la coopération internationale. Revenons donc dans le premier cas. La prévention. Comment peut-on prévenir la délinquance juvénile ou encore l'effet Kuluna au niveau de la République démocratique du Congo? Donc, pour la prévention, on va d'abord citer, dans un premier temps, il faut investir dans l'éducation. Quand on dit investir dans l'éducation, c'est quoi? Faire en sorte qu'il y ait l'éducation pour tous. Par exemple, pour les élèves de l'école primaire, normalement, l'éducation doit être gratuite. Et on doit tout faire pour obliger les parents à envoyer les enfants à l'école. On doit obliger les parents à envoyer les enfants à l'école au niveau de l'école primaire. Et on peut aussi faire que au niveau de l'éducation, toujours, augmenter le nombre d'enseignants si possible, augmenter le nombre d'établissements, former les enseignants. Tout ça rentre dans la lutte pour la prévention. Parce que en faisant par exemple que les élèves, que les jeunes soient à l'école à des heures données, ça va diminuer considérablement l'effet Kuluna ou bien encore la délinquance juvénile. Ça va diminuer le maximum possible. Donc, on va investir dans l'éducation. C'est dans un premier temps. On va promouvoir l'emploi des jeunes. On va promouvoir l'emploi des jeunes parce que lorsque les gens sont errants, s'ils ont un emploi, ils ne vont pas errer. S'ils ont un emploi, ils ne peuvent pas se retrouver en train de poser des actes demain parce qu'ils peuvent perdre leur emploi. Et vous savez, la dignité humaine, lorsque une personne a son emploi, elle est digne. Et elle peut acheter ce qu'elle veut dans la société. Elle peut voyager quand elle veut, comme elle veut. Elle peut se nourrir, elle peut se soigner. Elle a quand même un minimum, cette personne-là qui a son emploi. Donc, on doit promouvoir l'emploi des jeunes. On doit promouvoir aussi des activités socio-culturelles. Par exemple, pour les jeunes, le sport.
on doit organiser par exemple les championnats de vacances, organiser les championnats entre les jeunes, on doit organiser les championnats au niveau, par exemple, vous savez que la CAF ou la FIFA organise les activités sportives. Là, par exemple, il faut organiser pour les activités sportives, par exemple, entre les quartiers, entre les villes, entre tout ça comme ça, et puis aussi avoir des camps de loisirs, des lieux où les gens peuvent aller se promener, organiser par exemple les trucs culturels, par exemple les soirées culturelles, des choses où les gens peuvent aller se détendre, les gens peuvent aller se divertir. Tout cela est important en ce qui concerne la jeunesse pour diminuer le phénomène de la délinquance juvénile. Et maintenant, il faut renforcer aussi la structure familiale. Il y a par exemple, vous savez, lorsque par exemple 2 parents veulent se séparer, c'est quelque chose qui est souvent très difficile pour les enfants et ça peut les pousser après la séparation à être des délinquants. Donc c'est la raison donc pour laquelle il y a le conseil, par exemple, c'est-à-dire associer toujours, tout faire pour renforcer la structure familiale, faire en sorte que la famille soit forte, la famille soit solide, pour pouvoir permettre à l'enfant de bien se développer, aux jeunes de mieux se développer. Donc, voilà par exemple un peu ce qu'on peut dire en ce qui concerne la prévention. Donc l'État doit développer beaucoup de moyens pour la formation, pour par exemple les camps de loisirs, pour par exemple renforcer les familles. Tout ça, c'est quelque chose de vraiment important si on veut véritablement lutter contre le phénomène Corona. Dans un deuxième temps, on a dit que après la prévention, on va parler maintenant de la réinsertion sociale. On doit parler ici de la justice. Donc, il n'y a pas de. On va commencer par dire qu'au niveau de la réinsertion sociale, l'État congolais a même déjà commencé à le faire, à créer des camps de réhabilitation. L'État congolais là avait déjà commencé ça. Et ça, c'est quelque chose à prôner, à augmenter la quantité de camps de réinsertion sociale. Il faut augmenter, il faut mettre plus de moyens là-dessus pour pouvoir faire en sorte que les jeunes ne se retrouvent plus dans les groupes de délinquants. Dans un deuxième, on peut parler aussi d'une justice restaurative. La justice restaurative est différente d'une justice purement punitive. Parce que ici, la justice restaurative, c'est un peu comme une justice où, par exemple, on va mettre le bourreau, le délinquant, dans le bourreau avec la victime. Ou par exemple, les deux vont se réconcilier. Parce que très souvent, qu'est-ce qui augmente la violence dans la société? La violence des jeunes. Un jeune, par exemple, qui menace, par exemple, tu vas menacer, ou porter plainte contre un jeune, il vous dit, quand il va sortir, tu vas me voir, tu vas me sentir. Lorsqu'il vous menace comme ça, lorsqu'il va sortir, franchement, il va venir vous chercher. Et vous voyez, par exemple, oh, s'il y a une justice restaurative, on vous met ensemble et on vous dit, le bourreau doit reconnaître sa faute, doit demander pardon et la victime doit accepter. Et là maintenant, s'il faut donner même une punition, par exemple, au bourreau, ça doit être une punition pour lui permettre, pas pour le déshumaniser, pas pour le rabaisser, pas pour peut-être que c'est ça pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait n'était pas bon et que il doit changer. Voilà ce que j'entends par justice restaurative. C'est-à-dire c'est une justice où il doit y avoir la réconciliation entre les personnes. Il y a d'autres personnes qui vont me dire que je suis en train d'inventer, que je suis en train de dire quelque chose qui n'est pas possible socialement. C'est possible. C'est bien possible. Il faut donner aussi une seconde chance aux jeunes. La plupart des temps, lorsque par exemple un jeune est récidiviste ou qu'il a déjà fait la prison, on lui colle des étiquettes. Repris de justice, Corona, ceci, cela. Ça fait que, à un moment donné, il sait qu'il est fini. Il n'a plus rien à perdre. Et parfois, il devient plus délinquant. Alors que, s'il avait été considéré comme humain, s'il avait été respecté, s'il avait été considéré comme étant un être humain, alors, à ce moment-là, il devait comprendre qu'il a fait une erreur. Et que, par exemple, il peut se réintégrer dans la société. Lorsqu'on lui dit qu'il est repris de justice et qu'il ne peut plus rien, il perd espoir. Et vous savez, c'est l'espoir qui fait vivre. Et quand il perd espoir, il sait qu'il est fini. Il sait qu'il est fini, il n'a plus rien à perdre, plus rien. Et il devient donc un délinquant. Et ça, c'est ce qu'on appelle la stigmatisation.
C'est-à-dire, on colle une étiquette sur une personne. Chaque fois, le point de doigt, c'est toi qui as fait ceci. Tu es un repris de justice, tu es un bandit, tu es un voleur, tu es un agresseur, tu es ceci. Non. Il a fait une faute. On sait qu'il a fait une faute. On doit l'aider à changer. Et c'est ça le devoir de la société. Et ça, c'est le problème de tous et de chacun. Donc, en troisième lieu, on doit voir maintenant la répression. La répression. Donc, dans un premier temps, on a vu, il y a la prévention. Dans un second temps, on a vu qu'il y a la réinsertion sociale. Dans un troisième temps, maintenant, il y a la répression. Donc, pour lutter contre les phénomènes Kuluna, on doit augmenter le nombre de policiers, le nombre de personnes pour la sécurité. On doit les former. On doit les former et on doit mettre à leur disposition sérieusement de moyens. C'est-à-dire on doit créer plus de postes de police proches des populations. On doit aussi créer une police de proximité. C'est-à-dire, elle ne doit pas être trop une police répressive, mais elle doit être une police dissuasive, une police persuasive. Elle ne doit pas être là seulement pour punir. Elle doit être là pour convaincre, pour montrer que non. Pour permettre à l'être humain d'être plus humain. Si tu commets une erreur, tu peux la corriger. Donc voilà par exemple. Toujours en ce qui concerne la répression, on doit lutter contre l'impunité. Vous savez, s'il y a des personnes, s'il y a une justice équitable, c'est une justice équitable pour tous. Ça va diminuer le phénomène de Kuluna. Parce que il y a certains qui deviennent Kuluna uniquement pour se venger. Il y a les jeunes qui deviennent des délinquants uniquement pour se venger. Parce qu'il y a des personnes qui les ont causé du tort. Et comme elles savent qu'elles n'ont aucun autre recours, que si elles partent par exemple au niveau de la justice, leur problème ne sera pas résolu. Pour certaines personnes, elles, je peux dire des personnes encore faibles d'esprit, elles auront tendance, au lieu d'aller insister au niveau de la police ou au niveau de la justice, elles auront tendance donc à suivre des groupes armés, des groupes des délinquants pour pouvoir régler le compte de la personne. Donc s'il y a par exemple une justice pour tous, s'il y a par exemple une lutte acharnée contre l'impunité, je crois que quelque part ça pourra diminuer le phénomène Kuluna. On peut aussi parler avec une police de proximité du démantèlement du réseau criminel qui utilise les jeunes. Et précisez bien, on doit aussi penser avec une police de proximité au démantèlement des réseaux criminels qui utilisent les jeunes. En démantelant ces réseaux, on va diminuer considérablement le phénomène de la délinquance juvénile. Parce que ces jeunes ne seront pas employés par... Ces employés ne seront plus là. Et ces jeunes-là pourront être préoccupés par autre chose, soit par l'éducation, soit par le sport, soit par les activités culturelles, soit par d'autres choses. Soit par un emploi décent ou un emploi quand même. Dans un quatrième du développement communautaire. En ce qui concerne le développement communautaire, nous allons parler ici, dans un premier temps, de la construction des infrastructures. La quantité d'écoles, l'amélioration des qualités des écoles, des infrastructures, par exemple, ici, on va penser aux routes. Parce qu'un jeune qui est au village, qui cultive, qui fait ses cultures, et qui n'a pas les moyens pour, par exemple, transporter ça jusqu'à la grande ville, c'est un problème. Pourquoi est-ce qu'il va continuer à travailler alors qu'il peut trouver la facilité en ville? S'il y a les routes, s'il y a les voitures, s'il y a le carburant, s'il y a par exemple les hôpitaux, ça sera facile pour le jeune de s'intégrer socialement. Ça peut améliorer sa socialisation considérablement. Donc ici, on peut tout faire dans un second temps pour pousser les jeunes à participer à la gestion de la société. En aidant les jeunes dans les quartiers, dans les villages, dans les villes, dans les grandes villes, à participer à la gestion de la société, ça peut considérablement aussi diminuer l'effet de la délinquance ou l'effet Kuluna. Parce qu'un jeune qui brigue un poste en tant que jeune sera admiré par d'autres jeunes. Et ces autres jeunes-là aimeraient être comme lui. Et ils savent que pour devenir comme ce jeune-là, pour l'admirer, si un jeune qu'ils admirent, ils sont obligés de suivre un certain canevas, un certain chemin, pour ne pas se perdre, pour arriver
à la fin qu'ils ont visé, à l'objectif qu'ils veulent atteindre, c'est-à-dire être comme l'autre jeune là, ce modèle-là. Donc il y a aussi cette création de modèles sociaux, de jeunes qui sont des modèles sociaux. C'est quelque chose de vraiment important. C'est vraiment important, c'est-à-dire créer des jeunes qui sont des modèles au niveau de la société et qui sont des repères sur lesquels les autres jeunes peuvent se regarder. C'est important, c'est tellement important. Autre chose que je vais donner ici dans cette vidéo, c'est aussi, c'est une partie dont les gens ne parlent pas trop. Vous savez, le Nigeria est en train de devenir un très grand pays. C'est vrai, ça ne diminue pas, ça diminue le nombre de délinquants au niveau du Nigeria a beaucoup et considérablement diminué depuis ces 30 dernières années. Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu, au plan culturel, la création des villes pour le cinéma. C'est quelque chose, vous savez, n'oubliez pas qu'il y a Nollywood au Nigeria. Ça a beaucoup aidé le Nigeria à occuper le maximum possible de jeunes dans la création des films et des séries. Vous voyez, par exemple, c'est quelque chose, c'est un secteur qui emploie tellement de personnes au plan culturel. C'est-à-dire la création des films, le cinéma occupe, ça crée beaucoup d'emplois. Donc, et par exemple, dans le domaine des séries, orienter par exemple, créer des séries qui sont des modèles. Ça lui fait en sorte parce que les jeunes voient les séries, les jeunes sont sur Internet. Les États peuvent faire, l'État congolais particulièrement, peuvent faire, et c'est valable pour les autres États, peuvent chercher à créer, par exemple, des séries, financer des séries qui vont permettre aux jeunes de s'identifier. Des modèles sociaux, des jeunes qui seront comme des modèles sociaux. Souvenez-vous, par exemple, du film américain Jack Bauer. C'est un film qui fait rêver n'importe quel jeune américain. Tous les jeunes américains aimeraient être ceux-là qui défendent les États-Unis, qui défendent l'Amérique. Donc, dans un cinquième temps, maintenant, nous allons... Et puis, avant ça, il faut aussi parler de la lutte contre la corruption. S'il y a une véritable lutte contre la corruption, je crois aussi que ça pourra beaucoup jouer. Et une lutte véritable contre la corruption. Parce que la corruption, il y a pour beaucoup. Dans la délinquance, ça pousse beaucoup de jeunes. Lorsqu'on dit par exemple à un jeune que tel ministre a volé telle quantité, tel milliard, tel nombre de milliards, ça n'encourage pas le jeune à travailler. Ça n'encourage pas, ça le pousse aussi à vouloir aussi être voleur, à vouloir être un délinquant. Parce que parfois c'est un très mauvais exemple qu'on montre aux jeunes. C'est-à-dire, rien qu'à leur parlant, par exemple, des ministres ou des directeurs de sociétés ou des personnes qui volent à des hauts niveaux. Et c'est la raison donc pour laquelle, personnellement, j'apprécie franchement la Corée du Sud. Parce que là-bas, même le président peut répondre de ses actes. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Donc, nous allons parler du cinquième pan sur la coopération internationale. Dans ce qui concerne la coopération internationale, bon, il y a... Le Congo a besoin, par exemple, dans un premier temps, du soutien, d'un soutien financier. Soutien financier. Donc, le Congo a besoin d'un soutien financier et des échanges d'expériences avec les autres pays. Ça, c'est au plan de la coopération internationale, ce cinquième, comme solution. Abonnez-vous et partagez. On se voit dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.